Avant de répondre aux questions, je voudrais réagir en effet à l'actualité, puisque les événements en Europe se précipitent, et il y a donc quelques minutes, on a appris que le président de la République italienne, Sergio Mattarella, avait confirmé, avait demandé au juriste totalement inconnu qui a 54 ans, qui s'appelle Giuseppe Conte, de former le nouveau gouvernement italien. Alors je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il y a eu il y a 80 jours des élections générales en Italie, qui ont vu un émiettement de la scène politique italienne, avec deux grands vainqueurs. D'une part, le Movimento 5 Stelle et le mouvement 5 étoiles, avec M. Di Maio à sa tête, qui est un mouvement un peu écolo, un peu gauche, un peu anarcho-syndicaliste, critique contre l'Union européenne, mais pas trop, etc., etc., et dont le fondateur était l'humoriste Beppe Grillo, et qui se situerait plutôt à gauche sur l'échiquier politique français. Certains le comparent à ELV ou à France Insoumise. Et puis qui a vu également, donc ce mouvement a eu 35% des suffrages, et de l'autre côté, à un peu moins de pourcentage, une coalition de droite avec d'une part le parti de Berlusconi, qui a 81 ans, qui est un vieux de la vieille, que l'on voit revenir, et qui avait fait alliance avec la Lega, qui est un mouvement qualifié d'extrême droite, disons, qui est anti-immigré, très très hostile aux questions d'immigration, anti-islam, et qui aussi a des propos très critiques contre l'euro et contre l'Union européenne. Un petit peu l'équivalent du Front National. Et alors, à la surprise générale, ce qui est sorti du chapeau italien, parce qu'il y a eu des conciliabules et des conciliations, aucun parti n'ayant obtenu à soi seul la majorité des suffrages, ni la majorité surtout des sièges au Sénat et à l'Assemblée nationale et à la Chambre des députés, eh bien, il y a eu des tractations d'où il est ressorti, je le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient, qu'il y a eu un accord de gouvernement entre M. Di Maio, donc du mouvement 5 étoiles, et M. Salvini de la Lega, donc de ce mouvement qualifié d'extrême droite. La Lega ayant donc décidé de ne plus faire la coalition avec Berlusconi, qui donc s'est retiré de cet accord. Or, la Lega pèse à peu près 17%, et le mouvement 5 étoiles 35%. Donc c'est à eux deux qu'ils ont décidé de faire un gouvernement. Il faut dire en préambule un certain nombre de choses qui sont très très importantes pour bien comprendre ce qui se passe et pour bien en tirer des conclusions pour la scène politique française. La première chose qu'il faut savoir, c'est que donc ce sont deux partis qui n'ont pas grand-chose en commun en définitive, qui ont des électorats quand même assez différents. L'un vient de l'extrême droite, l'autre vient plutôt de la gauche, voire l'extrême gauche. Certains ont qualifié ça comme s'il y avait une alliance en France entre France Insoumise et ELV et le Front National. Autant dire que c'est assez étonnant pour le contexte français. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils n'ont eu à eux deux que, je crois, quelque chose comme 47% des suffrages, et ils ont une majorité faible à la Chambre des députés, et plus faible encore au Sénat, ils n'ont que 6 sénateurs d'avance. Donc c'est quand même une coalition qui part de point de vue fragile. D'autre part, il a fallu qu'ils bâtissent un accord de gouvernement. Or, le Movimento 5 Stelle, tout en étant eurocritique, avait dit depuis maintenant plusieurs mois qu'il était hors de question pour lui de sortir de l'euro, encore moins de l'Union européenne bien entendu. Alors que le mouvement d'extrême droite, la Lega, lui, n'avait jamais dit qu'il voulait sortir de l'Union européenne, mais avait laissé entendre qu'il voudrait éventuellement sortir de l'euro, voire créer une monnaie parallèle, etc. Alors, les deux coalitions ont essayé de trouver un terrain d'entente, et évidemment, il a fallu mettre de l'eau dans son vin de chaque côté, du vin dans l'eau d'un côté, de l'eau dans le vin de l'autre, et le résultat a fait des rebondissements que vous avez peut-être suivis au cours des derniers jours. Il a été question à un moment que cette coalition demanderait l'annulation de 250 milliards d'euros de dette italienne. Je rappelle que dans le cadre de Target 2, qui ne résume pas à soi seul la dette italienne, mais qui est le déficit à l'intérieur de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro, l'Italie a un déficit de 450 milliards d'euros. Et la dette italienne, dans sa totalité, c'est quelque chose comme 120% à peu près du PIB italien, c'est quelque chose comme, je crois de mémoire, ça doit être quelque chose comme 2400 milliards d'euros. Donc,
ils ont proposé ça. Évidemment, les marchés financiers aussitôt ont commencé à paniquer. Ils ont également indiqué qu'ils voulaient peut-être sortir de l'euro. Ça a paniqué encore. Et les tergiversations ont mené au fait que les deux responsables politiques, M. Di Maio d'un côté, M. Salvini de l'autre, ont décidé de présenter comme candidature pour être président du Conseil, l'équivalent de Premier ministre, le chef du gouvernement, un homme sorti d'un chapeau qui s'appelle Giuseppe Conte, que personne ne connaissait, qui est un juriste de 53 ans. Et ce juriste, donc, doit être reçu, comme le veut la Constitution italienne, par le président de la République italienne, qui se trouve donc être M. Sergio Mattarella, et qui doit donner son accord ou pas son accord. Or, le président de la République italienne a fait savoir qu'il refuserait de confier, de proposer à un nouveau chef de gouvernement qui voudrait sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et donc, ça a été du rétro-pédalage dans la coalition. Et donc, il a été décidé de faire un programme qui, chaque jour passait, il y avait de plus en plus d'eau dans le vin de départ. Résultat, il n'est plus question de supprimer les 250 milliards d'euros de dette. Il n'est plus question de sortir de l'euro. Il a été question de prendre des mesures gouvernementales de relance et de ne plus tenir compte des contraintes budgétaires imposées par les traités européens et par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne de Francfort. Mais tout ça est sujet à caution. Et alors aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle en préambule, aujourd'hui, là, à l'instant, ça s'est passé il y a quelques minutes, on se demandait si le président de la République italienne allait confirmer monsieur Giuseppe Conte au poste de président du Conseil. C'est fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il était à peine sorti du palais du Quirinal, le palais du président de la République italienne à Rome, que le nouveau président du Conseil a dit que, alors je me rappelle plus la formulation très exacte, mais qu'il était là et que son action allait viser à confirmer la présence de l'Italie en Europe et dans le monde. Je rappelle qu'en Italie, le président de la République a très peu de pouvoir par rapport à la France, mais il a celui-là justement qui est de confier au chef de gouvernement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais ça veut dire qu'il y a maintenant une très forte probabilité qu'en définitive la montagne accouche d'une souris. C'est-à-dire que l'on soit en voie de tsiprasisation, pour reprendre un néologisme inspiré de M. Tsipras, qui était le leader de la gauche radicale, vous vous rappelez, qui est arrivé au pouvoir début 2016, je crois, en Grèce, et qui, on allait voir ce qu'on allait voir, c'était la gauche radicale, c'était ci et c'était ça. Les médias lui faisaient de la promotion tout en faisant semblant d'avoir peur de lui. Et puis on a vu que Alexis Tsipras et son gouvernement de Syriza en Grèce a fini par choisir entre la participation à l'Union européenne, à l'euro et son programme. Il a fini par choisir la participation à l'Union européenne et à l'euro, de telle sorte qu'aujourd'hui, 2 ans ou après, la Grèce, le gouvernement dit de gauche radicale, diminue constamment les retraites, privatise à tour de bras le patrimoine public des Grecs. Enfin, c'est un gouvernement ultra-libéral, en définitive, peint en rouge vif, mais qui est ultra-libéral parce qu'il applique les décisions venues de Francfort et de Bruxelles et des traités européens. Alors, la probabilité qu'il en soit de même en Italie est quand même très forte. Elle est quand même très forte. Voilà. Alors, on ne sait pas. Peut-être qu'il va y avoir des rebondissements. Mais quand même, mon avis est quand même très fort. Ça prend la tournure d'un rétro-pédalage. Alors moi, je voudrais dire dans tout ça, on va voir la suite des événements, je voudrais dire quand même dans tout ça que les gens qui m'écoutent doivent vraiment réfléchir à ce qui se passe. J'entends ici ou là, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un entretien antérieur, j'y reviens, des gens qui disent « Oh là là, Asselineau, il est beaucoup trop direct, il faut pas faire peur aux gens, il faut avancer masqué, c'est beaucoup plus malin de dire qu'on est pour une autre Europe, un autre euro, etc. » Seulement voilà, avec ce genre de finauderie, de finasserie, en réalité, au moment fatidique d'arriver au pouvoir, quelle est la légitimité pour imposer un changement radical? Le problème auquel sont confrontés les Italiens, c'est qu'ils ont une coalition de bric et de broc avec le mouvement arrivé en tête, le Movimento 5 Stelle, qui n'a jamais dit qu'il voulait sortir de l'euro ni de l'Union européenne. Au contraire, il a dit qu'il voulait y rester.
Quant à l'autre mouvement, la Lega, il a dit qu'il voulait éventuellement sortir de l'euro, mais maintenant il a commencé à dire que voilà, ils allaient négocier avec les autorités européennes pour faire respecter les intérêts du peuple italien. Bon, bah ça y est, c'est terminé. On a compris. Donc vous devez tous, autant que vous m'écoutez, vous devez réfléchir. Ce qui s'est passé en Grèce avec Tsipras, ce qui s'est passé en Autriche avec l'extrême droite de Sebastian Kurz, ce qui est en train de se passer en Italie, vous montre très exactement ce qui se passerait si France Insoumise ou si le Front National ou DLF arrivait au pouvoir en France. Dans la mesure où ces mouvements politiques ne font jamais campagne sur la sortie de l'Union européenne ni de l'euro, ni de l'OTAN, en tout cas pour le Front National et DLF. Leur légitimité pour sortir de l'Union européenne et de l'euro, une fois parvenus au pouvoir, serait exactement égale à 0. Il y aurait toutes les forces euro-atlantistes, les médias, la radio, la télévision, les magazines, les journaux, toutes les pressions de tous les corps intermédiaires entièrement infiltrés par les européistes, je pense notamment aux syndicats professionnels, qui seraient là pour dire non, il faut surtout pas sortir de l'Union européenne. Et d'ailleurs, quelle serait la légitimité puisque ça n'est pas dans le programme? C'est la raison pour laquelle j'insiste, et là on ne fera jamais dévier de cette ligne de conduite que nous avons adoptée dès le premier jour, c'est-à-dire depuis le 25 mars 2007 et la charte fondatrice. Nous disons clairement que nous n'arriverons au pouvoir que porté par le peuple français pour engager immédiatement la sortie de l'Union européenne et de l'euro, comme d'ailleurs le font les Britanniques à l'issue du référendum sur le Brexit. Alors ils ne sont pas dans l'euro, mais ils ont engagé immédiatement, enfin quelques mois de réflexion, enfin de mise en œuvre, de négociation, ils ont engagé la procédure de sortie de l'Union européenne. Alors eux, ils y étaient tenus justement parce que c'était un référendum oui-non. C'est là. C'est pour ça d'ailleurs que les européistes ne veulent plus qu'il y ait de référendum. Ils veulent simplement des élections comme ça avec des vagues avec des présentations de programmes et puis des alliances et des combinations, parce qu'ils tablent toujours sur le fait qu'ensuite, au moment des alliances, avec le flou des programmes, on arrivera à enterrer la décision absolument cruciale qui est oui ou non appartenir à l'Union européenne. C'est pour cela que la seule solution, et vraiment j'insiste, toutes les personnes de bonne foi, bien sûr. Si c'est des gens de mauvaise foi, ça ne sert à rien de discuter avec des gens de mauvaise foi. Mais des gens de bonne foi, qui se posent vraiment la question en conscience, on ne peut pas biaiser avec cet objectif. La sortie de l'Union européenne est la clé de la récupération de notre indépendance et de notre souveraineté nationale, et donc la clé de la mise en œuvre de programmes pour changer réellement. Très probablement, l'exemple italien va montrer encore une fois que les flous artistiques ne mènent strictement à rien, sinon qu'à duper les électorats.